Comment peut-on dire «je t'aime» et trahir en même temps? Pourquoi ne ressent-on pas de culpabilité? Pourquoi dort-on paisiblement après avoir menti, caché et détruit la confiance? Est-ce un manque d'amour? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe dans son esprit? La psychologie révèle que l'infidélité ne commence pas par le désir, mais dans le cerveau, par un mécanisme invisible qui justifie, fait taire la culpabilité et normalise la trahison avant qu'elle ne se produise. Et quand vous comprendrez cela, plus rien ne sera jamais pareil. La plupart des gens croient bien que l'infidélité est une décision impulsive, une erreur momentanée provoquée par le désir ou la tentation, mais le contenu original montre clairement quelque chose d'inquiétant. La trahison ne commence pas au lit, elle commence bien plus tôt dans la façon de penser, avant qu'il n'y ait un message, un regard ou une rencontre. Un changement silencieux s'opère dans l'esprit. La personne commence à réinterpréter sa propre relation. Ce qui était autrefois un engagement est désormais perçu comme une routine. Ce qui était autrefois la stabilité se transforme peu à peu en une prétendue prison émotionnelle. Et ici apparaît le premier mécanisme psychologique clé, la justification interne. L'infidèle ne se considère pas comme une mauvaise personne. Au contraire, il ou elle construit un récit interne où il ou elle est la victime. Cette personne se répète qu'elle ne reçoit pas assez d'attention, qu'elle n'est plus comprise, que ses besoins ne sont pas écoutés. Ses idées ne sont pas toujours fausses, mais elles sont exagérées et isolées, déconnectées de toute responsabilité personnelle. Le contenu de la chaîne Rival souligne que ce processus est dangereux car il se produit de manière graduelle. Il n'y a pas d'alarme qui prévient, il n'y a pas de ligne claire franchie d'un coup. Tout glisse lentement vers une zone grise où la trahison commence à sembler acceptable. À ce stade apparaît le deuxième élément fondamental, la déconnexion émotionnelle. Pour pouvoir trahir sans s'effondrer sous le poids de la culpabilité, l'esprit a besoin de séparer les émotions. L'infidèle apprend à compartimenter sa vie. Une partie continue de jouer le rôle du partenaire normal, tandis qu'une autre vit une réalité parallèle où les règles morales semblent ne pas s'appliquer. Le plus troublant est que, selon l'analyse psychologique du contenu original, cette déconnexion n'est pas toujours consciente. Beaucoup de gens croient vraiment qu'ils peuvent aimer et trahir en même temps sans contradiction, non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce que leur esprit a appris à faire taire la culpabilité avant qu'elle ne s'exprime. C'est là que l'infidélité cesse d'être un simple acte pour devenir un processus mental. Un processus qui, une fois entamé, a tendance à s'auto-renforcer. Chaque petit mensonge facilite le suivant, chaque justification rend la trahison moins grave, et quand l'acte se produit enfin, psychologiquement, tout était déjà décidé bien avant. Et voici la question qui ouvre la partie suivante. Si l'esprit est capable de normaliser la trahison, quels autres mécanismes invisibles entrent en jeu pour la garder secrète? Une fois que la trahison a été rationalisée de l'intérieur, un mécanisme encore plus profond et dangereux entre en jeu, l'auto-illusion consciente. Le contenu original explique que l'esprit humain ne ment pas seulement aux autres, mais qu'il a d'abord besoin de se mentir à lui-même pour pouvoir maintenir sa double vie sans s'effondrer émotionnellement. L'infidèle commence à réinterpréter la réalité, les faits objectifs perdent de leur importance face au récit émotionnel qui a été construit. Il ne se demande plus si ce qu'il fait est bien ou mal, mais si cela semble juste. Et quand l'émotion devient juge, la morale cesse d'être une limite claire. Ici apparaît un schéma psychologique récurrent, la minimisation. La tromperie n'est pas définie comme une trahison, mais comme quelque chose sans importance, juste des messages, juste une conversation, juste un besoin de s'épancher. Chaque mot adoucit l'impact réel de l'acte. L'esprit réduit le poids de l'action pour éviter la douleur de se reconnaître coupable. Le contenu de la chaîne Rival indique que ce processus ne se produit pas d'un coup, il est progressif et silencieux. La personne s'habitue à vivre avec de petites incohérences internes et plus le secret est gardé longtemps, plus il devient difficile d'admettre la vérité, même face à soi-même. Un autre élément clé est la comparaison émotionnelle. L'infidèle commence à comparer constamment ce qu'il ressent avec son partenaire officiel par rapport à ce qu'il ressent avec la tierce personne. Cette comparaison sans contexte ni responsabilité favorise toujours la nouveauté, l'interdit, ce qui n'exige aucun engagement. L'esprit ignore que cette émotion intense n'est pas de l'amour, mais de la nouveauté et de l'évasion. Pour maintenir ce déséquilibre, la personne crée une division interne très claire. D'un côté, la vie réelle, avec ses obligations, ses problèmes et sa routine. De l'autre, la vie émotionnelle, où elle se sent validée, désirée et comprise. Cette division permet à la culpabilité de rester suspendue dans un espace ambigu où elle n'est pas affrontée directement. Le plus inquiétant, selon l'analyse psychologique originale, est que l'auto-illusion ne protège pas seulement l'infidèle, mais le rend convaincant. En croyant à sa propre histoire, mais il peut mentir avec naturel, sans signes évidents de conflit, non pas parce qu'il ne ressent pas de culpabilité, mais parce qu'il a appris à la faire taire. Et alors surgit une question inévitable. Si l'esprit peut justifier, minimiser et diviser la réalité,
Que se passe-t-il quand la peur d'être découvert commence à apparaître? Après l'auto-illusion vient une étape inévitable que le contenu original décrit avec beaucoup de clarté, la peur. Pas une peur immédiate et explosive, mais une peur lente, persistante, qui s'installe dans l'esprit et commence à diriger chaque pensée et chaque action. La peur d'être découvert n'apparaît pas d'un coup. Elle s'infiltre peu à peu comme une ombre qui ne disparaît jamais. Au début, l'infidèle se sent en sécurité, il croit contrôler la situation, savoir cacher les détails, que personne ne remarque les changements. Mais avec le temps, ce sentiment de contrôle se transforme en vigilance constante. Chaque message reçu génère une tension. Chaque silence est interprété comme un soupçon. Chaque question innocente du partenaire est perçue comme une menace. L'analyse de la chaîne rivale explique qu'ici surgit un état psychologique clé, l'hyperattention. La personne commence à tout observer avec un soin excessif. Elle contrôle son ton de voix, vérifie ses propres mots avant de parler, calcule les horaires, les excuses et les alibis. Vivre cesse d'être spontané pour devenir une performance permanente. Cette peur n'affecte pas seulement la relation officielle, mais aussi la relation clandestine. La tierce personne cesse d'être un simple refuge émotionnel et commence à devenir une source supplémentaire de stress. L'infidèle craint qu'elle n'en exige davantage, qu'elle veuille de la visibilité, qu'elle commette une erreur. Ce qui semblait autrefois être la liberté ressemble désormais à une cage dont deux portes se referment en même temps. Au niveau émotionnel, le corps commence à réagir. Des signes clairs apparaissent: insomnie, irritabilité, changement d'humeur soudain, difficulté à se concentrer. Le contenu original souligne que l'esprit n'est pas conçu pour supporter de profondes contradictions pendant longtemps sans en payer le prix psychologique. Paradoxalement, cette peur renforce aussi la tromperie. Au lieu de mener à la vérité, elle pousse à mieux mentir. Les explications deviennent plus élaborées, les justifications plus détaillées, et plus le mensonge est complexe, plus la personne se retrouve piégée à l'intérieur. Le plus tragique de cette phase est que l'infidèle n'agit plus par désir, mais par panique. Il ne trompe pas pour se sentir bien, mais pour éviter que tout ne s'effondre. La trahison cesse d'être un choix et se transforme en une réaction désespérée. Et c'est alors que surgit le point de rupture que le contenu original laisse en suspens, quand la peur l'emporte sur le plaisir, quand l'anxiété apaise plus lourd que l'émotion. Quel chemin l'esprit humain finit-il par choisir? À ce stade, le contenu original est très clair, la double vie commence à se fissurer, non pas parce que quelqu'un a déjà découvert la vérité, mais parce que l'esprit humain a ses limites. Maintenir deux versions de soi-même pendant trop longtemps exige une énergie émotionnelle qui finit par s'épuiser. L'infidèle ne ment plus seulement vers l'extérieur, il se ment aussi à lui-même. Il se convainc que tout est sous contrôle, qu'il peut continuer sans conséquence, que la situation est temporaire. Mais au fond, un sentiment constant d'épuisement apparaît. Vivre dans deux réalités parallèles provoque une fracture interne silencieuse. La chaîne rivale décrit cette phase comme le début de la désintégration psychologique. La personne commence à s'embrouiller dans ses propres histoires, elle oublie ce qu'elle a dit à qui, mélange les dates, contredit des versions antérieures. Chaque erreur, aussi petite soit-elle, augmente la pression interne. La peur n'est plus seulement d'être découvert, mais de commettre une faute irréversible. Ici surgit un phénomène important, la perte d'identité. L'infidèle ne sait plus clairement qui il est vraiment. À la maison, il agit d'une certaine façon, à l'extérieur d'une autre complètement différente. Avec le temps, les deux versions commencent à sembler fausses. Même les moments de solitude deviennent inconfortables car il n'y a plus de moi authentique vers lequel revenir. Le contenu original souligne qu'à ce stade, un profond détachement émotionnel apparaît. Le partenaire officiel perçoit de la froideur, une absence, une déconnexion. L'infidèle est physiquement présent mais mentalement épuisé. Chaque conversation quotidienne semble pesante, chaque geste d'affection éveille de la culpabilité et chaque conflit est bien vécu avec une intensité disproportionnée. En même temps, la relation parallèle se détériore également. La tension accumulée élimine la spontanéité, la peur contamine le désir, ce qui était autrefois un refuge est désormais ressenti comme une autre responsabilité à assumer. La personne commence à éviter les rencontres, à répondre à moins de messages, à chercher des excuses pour ne faire face à aucune des deux réalités. C'est le moment où l'auto-illusion ne suffit plus. L'esprit commence à envoyer des signaux clairs d'effondrement, apathie, fatigue extrême, anxiété persistante, voire des symptômes physiques sans cause apparente. Le corps, comme l'explique le contenu original, finit par dire ce que la bouche refuse d'admettre. Et ainsi, sans qu'il y ait encore de scandale extérieur, la structure interne s'écroule. La double vie n'est plus maintenue par désir ou par plaisir, mais par inertie et par peur. La question inévitable commence à se former en silence, continuer à fuir,
ou affronter enfin la vérité. Selon le contenu original de la chaîne rivale, c'est la phase décisive. Cela ne se produit pas d'un coup, ni lors d'un grand événement visible. Cela se passe à l'intérieur. La peur commence à être plus forte que le désir et cela change tout. Jusqu'à présent, la double vie était soutenue par l'émotion, par le sentiment d'évasion, par l'adrénaline de l'interdit. Mais à ce stade, cette énergie disparaît. Ce qui reste, c'est une pression constante. Chaque appel inattendu, chaque message hors horaire, chaque question apparemment innocente devient une menace. L'infidèle ne prend plus de plaisir, il anticipe les problèmes, il vit dans un état d'alerte permanent. L'esprit ne se repose plus, même pendant le sommeil. Le contenu original explique qu'ici apparaît une anxiété silencieuse, profonde, qu'on ne peut pas facilement justifier devant les autres, mais qui ronge de l'intérieur. Commence alors une contradiction interne très claire. D'un côté, il y a l'impulsion de fuir, de tout couper et de retrouver une vie normale. De l'autre, la peur des conséquences, les dommages causés, l'image détruite, la perte de contrôle. La personne se retrouve piégée entre deux options qui semblent toutes deux douloureuses. Dans cette phase, le comportement change de manière évidente. L'infidèle devient irritable, sur la défensive, impatient. Toute question est interprétée comme un soupçon, tout commentaire est vécu comme une attaque. Non pas parce que le partenaire connaît la vérité, mais parce que la culpabilité amplifie tout. Le contenu de la chaîne rivale souligne un point clé. La peur n'est plus seulement d'être découvert, mais de devoir prendre une décision. Choisir implique de renoncer. Et renoncer implique d'accepter des responsabilités. Pour quelqu'un qui a vécu en évitant le conflit, cela s'avère paralysant. En même temps, la relation parallèle cesse d'être un refuge émotionnel. Elle commence à être perçue comme un risque. Ce qui semblait autrefois être de la compréhension est désormais ressenti comme une pression. Des disputes, des silences inconfortables, des reproches indirects apparaissent. La tension remplace l'illusion. Comment ensuite suis-je arrivé là? La personne commence à revoir mentalement chaque étape, chaque décision apparemment mineure qui a conduit à ce point, mais il n'est plus possible de revenir en arrière sans conséquence. Le présent exige une réponse, c'est le prélude au dénouement, non pas parce que la vérité a déjà éclaté, mais parce que le mensonge n'est plus tenable. La peur, finalement, a gagné, et quand la peur domine complètement, il ne reste que deux chemins possibles. Aucun n'est confortable, aucun n'est anodin. Selon le contenu original de la chaîne rivale, ce point n'arrive pas toujours avec une confession explicite. Dans bien des cas, la révélation se produit d'abord à l'intérieur, avant que quiconque d'autre ne connaisse la vérité. La personne qui a vécu cette double vie est déjà brisée intérieurement. L'épuisement émotionnel atteint son paroxysme, la peur constante, la culpabilité accumulée et la tension prolongée commencent à se manifester physiquement. Insomnie, fatigue extrême, difficulté à se concentrer, rien ne semble plus s'accorder. La vie quotidienne continue, mais sans aucun sens. Tout semble artificiel, ici apparaît un sentiment clé que le contenu original souligne avec force, la perte d'identité. L'infidèle ne sait plus qui il est vraiment. La personne qu'il prétend être devant son partenaire ne correspond pas à celle qui agit en secret, et celle qui vit en secret ne représente pas non plus ce qu'il avait imaginé au début. Les deux versions s'avèrent insatisfaisantes. C'est à ce moment-là que surgit l'idée de confesser, pas nécessairement par honnêteté morale, mais par épuisement. Le mensonge pèse trop lourd, le maintenir demande une énergie émotionnelle qui n'existe plus. Se confesser est même perçu comme une forme de soulagement. Mais à côté de cette idée surgit la panique. Se confesser implique de faire face aux dommages causés, d'accepter le jugement de l'autre et de perdre le contrôle du récit. Le contenu rival explique que beaucoup de personnes restent bloquées à ce point pendant des semaines ou des mois, oscillant entre dire la vérité et continuer à se taire. Parallèlement, la relation clandestine entre en crise. L'autre personne commence à exiger de la clarté, des décisions, des promesses. Les moments volés ne suffisent plus. Un avenir est demandé et cela accélère l'effondrement. Ce qui a commencé comme une évasion exige désormais un engagement, chose que l'infidèle n'a jamais été prêt à offrir. Dans certains cas, la vérité éclate de manière indirecte. Une erreur minime, un message envoyé par erreur, un changement de comportement qui éveille les soupçons. Ce n'est pas une grosse inattention, mais la conséquence naturelle d'un système émotionnel à bout de souffle. Quand cela arrive, la réaction n'est pas un soulagement immédiat, mais un choc. Le monde construit sur des silences s'écroule en quelques secondes. Le contenu original décrit cet instant comme un point de non-retour. On ne peut plus nier, on ne peut plus faire semblant. Même lorsqu'il n'y a pas de découverte externe, la rupture intérieure est irréversible. La personne comprend que rien ne sera plus jamais comme avant. La double vie est terminée, même si personne d'autre ne le sait encore. Ici naît une certitude inconfortable. Toute décision prise à partir de maintenant aura un coût réel. Ne pas décider est aussi une décision et peut-être la plus destructrice. C'est le seuil final avant le dénouement définitif. La vérité ne peut plus rester cachée. Dans le contenu original de la chaîne rivale, le dénouement n'est pas présenté comme un moment dramatique unique, mais comme une chaîne de conséquences inévitables. Rien ne se résout
d'un coup, tout se paie avec le temps. Quand la vérité finit par éclater ou quand la décision interne ne peut plus être repoussée, la réaction initiale est souvent le silence. Il n'y a pas de grands discours ni d'explications claires, il y a des regards vides, des phrases incomplètes et un sentiment d'irréalité. La personne qui découvre la vérité ne comprend pas encore ce qui s'est passé et celle qui l'a caché ne sait pas comment justifier l'injustifiable. Le contenu souligne qu'ici se produit un élément clé. Le récit se brise. Pendant longtemps, l'infidèle avait contrôlé l'histoire, décidant quoi montrer et quoi cacher. Désormais, ce contrôle disparaît. Chaque mot peut être utilisé contre lui. Chaque souvenir passé est réinterprété sous un nouveau jour. Pour le partenaire touché, le choc n'est pas seulement la trahison, mais la réécriture du passé. Des moments qui semblaient réels paraissent désormais faux. Des promesses qui semblaient sincères perdent leur valeur. La confiance ne se brise pas immédiatement, elle s'érode de manière brutale et permanente. Dans de nombreux cas, le repentir apparaît. Mais le contenu original indique clairement que le repentir ne signifie pas toujours la réparation. Se sentir coupable n'efface pas les dommages causés. Demander pardon ne garantit pas que l'autre puisse passer à autre chose. Et accepter sa culpabilité ne rend pas le temps perdu. Si la relation s'arrête, il n'y a pas de sentiment de libération. Au contraire, le vide s'installe. La personne qui a vécu cette double vie découvre que ce qu'elle cherchait ne comble pas l'espace laissé par ce qui a été perdu. La relation parallèle, si elle se poursuit, est désormais confrontée à la réalité quotidienne sans le mystère ni l'adrénaline qui la soutenait. Et souvent, elle ne survit pas non plus. Si l'on tente de reconstruire la relation, le processus est lent et douloureux. Rien ne redeviendra spontané. Chaque geste est observé, chaque parole remise en question. Le contenu rival insiste sur le fait que la confiance, une fois brisée, ne revient jamais sous sa forme originale. Elle peut se transformer, mais ne sera plus la même. Avec le temps, une compréhension plus profonde s'installe. L'infidèle comprend qu'il n'a pas seulement trahi son partenaire, mais qu'il s'est trahi lui-même. Il a perdu sa cohérence, son identité et sa stabilité émotionnelle. Le prix n'a pas été la découverte, mais tout ce qui a été détruit avant d'en arriver là. Le message final du contenu est clair et percutant. Aucune double vie ne finit bien, non pas parce qu'il y a toujours un châtiment extérieur, mais parce que le conflit interne finit par tout consumer. Le mensonge n'est pas tenable, l'évasion a une date de péremption et quand tout s'arrête, ce qui reste n'est pas l'histoire vécue en secret, mais la trace laissée sur ceux qui ont fait confiance, une trace qui, dans bien des cas, ne disparaît jamais.